Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouvelle vidéo sur la transmission des caractères. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment les caractères se transmettent de génération en génération. Alors voici tout d'abord un arbre généalogique. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on peut lire un arbre généalogique. Alors tout d'abord, les conventions des arbres généalogiques. Même si ici ça paraît évident parce qu'on a les petits visages dans les cases, les hommes seront toujours représentés par des rectangles ou par des carrés, tandis que les femmes dans les arbres généalogiques seront toujours représentées par des ronds ou des formes ovales. Donc ça, c'est la première convention. Alors l'arbre généalogique se lit toujours du haut vers le bas. Donc le haut, c'est la génération des parents ou des grands-parents, suivant le nombre de générations que nous avons. La génération suivante, c'est la génération des parents. Et enfin, la troisième ici, la génération des enfants. Bien sûr, au niveau de chaque strate, au niveau de chaque couche, on a à chaque fois les parents, leurs enfants. Hein. Donc quand on a trois générations, on peut dire les grands-parents, les parents et les enfants. Voilà pour les premières conventions des arbres généalogiques. Alors, des lignes horizontales signifient des unions, donc des lignes horizontales qui relient un homme et une femme signifient des unions, tandis que une branche comme ceci va désigner une descendance. Donc on a bien eu une union entre Vincent et Sophie qui a donné comme descendance Jeanne et Noé. Voilà pour les conventions donc des arbres généalogiques. Voilà comment on lit un arbre généalogique. Ce qui va nous intéresser, nous ici particulièrement, c'est comment on va analyser un arbre généalogique. Hein, comment on va analyser la transmission des caractères au sein d'un arbre généalogique. Prenons cet arbre ici, d'une famille dont on suit un caractère particulier, on suit le caractère cheveux roux. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Serge, ici, a les cheveux roux et qu'il a des enfants avec Catherine, qui, elle, n'a pas les cheveux roux, mais elle a les cheveux noirs. On voit que deux de leurs enfants, on voit qu'ils ont deux enfants, en tout cas Sophie et Céline, deux filles, dont l'une a les cheveux roux et l'autre a les cheveux bruns. Alors, première constatation, c'est que visiblement, le caractère noir ne semble pas s'être transmis aux enfants. Ça, c'est la première constatation que l'on peut tirer. Deuxième constatation, le caractère roux de Serge a bien été transmis à Céline. Mais alors, d'où vient le caractère brun de Sophie? Bonne question, hein. Pas si évidente que ça, en fait, à répondre. Et on y reviendra par la suite. Donc, pour le moment, notre seule constatation, c'est que le caractère roux de Serge semble s'être transmis à Céline. Par contre, pas de nouvelles du caractère noir de Catherine. Alors, Sophie a des enfants avec Vincent. Vincent qui, lui, est blond. On voit que leurs enfants, on a un enfant aux cheveux blonds et un enfant aux cheveux roux. Alors, première constatation que l'on peut tirer, c'est tiens, le caractère qui était présent chez Serge, mais il devait aussi être présent chez Sophie, vu qu'elle a un enfant aux cheveux roux. Donc on voit qu'un caractère n'est pas obligé d'être visible à chaque génération, mais qu'il est transmis, malgré tout, de génération en génération. En l'occurrence, ici, le caractère cheveux roux n'était pas visible chez Sophie, mais il était bien présent chez elle, vu qu'elle l'a transmis à Noé. Deuxième constatation que l'on peut tirer, okay, les cheveux blonds de Vincent ont été transmis à sa fille Jeanne. Alors, on peut faire exactement le même type de raisonnement ici avec Céline et Laurent. Alors, que peut-on dire d'autre de cet arbre généalogique? On peut dire que certains caractères sont masqués, a priori, par d'autres. Par exemple, le caractère roux qui était présent, enfin qui est présent chez Noé, devait aussi être présent chez Sophie, sans quoi l'enfant n'aurait pas pu avoir le caractère roux. Le caractère roux, on va dire qu'il a été dominé
par une autre couleur de cheveux, très certainement d'ailleurs transmise par Catherine, le caractère roux est donc, on va dire qu'il est récessif. Un caractère récessif, c'est un caractère qui est masqué par un autre caractère. Alors, récessif, cela s'écrit, alors c'est dans vos notes de toute façon, en tout cas dans la suite du PowerPoint, récessif, voilà, si vous voulez l'écrire, ça s'écrit comme ceci. Tandis que les caractères qui masquent d'autres caractères, c'est ce qu'on appelle des caractères dominants. Donc ici, la couleur brune, elle masque le caractère roux. On va dire que c'est un caractère dominant. Voilà un peu les informations que l'on peut tirer de cet arbre généalogique. Il y a des caractères dominants, il y a des caractères récessifs, donc qui sont masqués par d'autres caractères. Alors, en fait, quand on analyse un peu plus finement la génétique des cheveux roux, la transmission du caractère cheveux roux, on se rend compte que la couleur rousse, c'est la couleur plutôt la plus récessive, c'est-à-dire celle qui va être masquée par tous les autres caractères. Toutes les autres couleurs étant normalement plus fortes que les cheveux roux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les enfants de Serge, pourquoi est-ce qu'on a au moins un enfant de Serge qui a les cheveux roux, vu qu'il se marie, enfin il a quand même des enfants, avec une femme aux cheveux noirs, donc d'une autre couleur. Peut-être que le caractère roux aurait dû être masqué. Ça, je vais y venir tout de suite. Hop, voilà. Alors, pour travailler un peu plus finement, on va faire ce qu'on appelle du monohybridisme, c'est-à-dire de l'étude de la transmission des caractères. Alors, tout d'abord, il faut que vous sachiez que tout individu possède toujours deux allèles. Vous vous souvenez, les allèles, ce sont des variants d'un gène. Nous avons tous un gène qui nous donne la couleur des cheveux. Et cette couleur peut être soit brune, soit noire, soit blonde, soit rousse, par exemple. Brun, noir, blond ou roux, ce sont des allèles du caractère, enfin du gène plutôt, couleur des cheveux. Alors nous avons tous un allèle qui nous est transmis de notre mère et un allèle qui nous est transmis de notre père. Notre mère a une couleur de cheveux, elle va nous transmettre un allèle. Notre père a soit la même, soit une autre couleur des cheveux, mais il va nous transmettre donc un de ces allèles pour la couleur des cheveux. Alors, un individu qui possède deux allèles identiques, identiques, pas identiques, identiques pour un caractère, on va dire qu'il est homozygote pour ce caractère. Donc si ma mère me transmet un allèle blond, que mon père me transmet un allèle blond, je suis homozygote pour le caractère couleur des cheveux, parce que j'ai deux allèles bleus. A l'inverse, si un individu possède deux caractères, deux allèles plutôt différents pour un caractère, on va dire qu'il est hétérozygote pour ce caractère. Ainsi, si ma mère me transmet son allèle blond, mais que mon père me transmet son allèle noir, j'ai deux allèles différents pour ma couleur des cheveux. Dans ce cas-là, je suis hétérozygote pour la couleur noire. Alors, des lignées pures sont des individus qui sont homozygotes pour un caractère. Plutôt que parfois de dire homozygote, on va dire qu'il s'agit de lignées pures. Donc, ils ont les deux allèles identiques pour le caractère qu'on considère. Alors, tout ce raisonnement-là est valable chez les animaux et chez les plantes, notamment. En fait, chez tous les individus qui pratiquent la reproduction sexuelle. Alors, lorsque l'on fait du monohybridisme, il y a quelques conventions, et que je vais vous mettre en pratique tout de suite. On va nommer les allèles suivant la première lettre de la caractéristique qu'ils donnent. Par exemple, je ne sais pas moi, on imagine la couleur des cheveux, ou la couleur d'un pelage chez un animal. On a un pelage qui peut être brun, ou un pelage qui peut être blanc.
Donc on va toujours utiliser, je ne vais pas prendre blanc, je vais prendre blanc et noir. Un pelage qui va être blanc et un pelage qui va être noir. On va toujours utiliser la première lettre de la caractéristique pour nommer l'allèle. Donc soit B, soit N. Et par contre, les allèles dominants vont s'écrire toujours en majuscule. Donc si on se rend compte dans la généalogie d'un chien, par exemple, que le noir est dominant sur le blanc, eh bien le noir va s'écrire N majuscule. Mais je viens tout de suite vers vous avec un petit exercice pour bien vous faire comprendre ces notions. Donc, on est dans des exercices de monohybridisme. Donc ça, vous pouvez écrire sur une feuille à part monohybridisme. Alors, on a donc des chiens, comme je l'ai dit. Ok, deux chiens. Un chien au pelage noir et un chien au pelage blanc. Okay. Ces chiens vont avoir des enfants, on les croise. Alors, le croisement, c'est toujours représenté par un X. Et ils vont avoir des chiots. Au pelage noir. Information supplémentaire, les parents sont des lignées pures. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Sont des lignées pures encore. Ça veut dire que les parents possèdent deux allèles identiques pour leur caractère. Donc, autrement dit, le chien au pelage noir va posséder deux allèles noirs. Il est croisé avec un chien au pelage blanc qui est aussi une lignée pure. Donc ici, on va avoir, je ne vais rien écrire pour l'instant, mais deux allèles identiques, deux lettres identiques. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les chiots ont un pelage noir. Alors, si un chien au pelage noir se reproduit et il y a des chiots avec un chien au pelage blanc, et que tous les chiots ont un pelage noir, ça veut bien dire que le noir est dominant. Tous les chiots ont un pelage noir. Donc, un noir est dominant. La couleur noire domine la couleur blanche. Dire que le blanc, on va l'écrire avec des lettres minuscules. Alors, pas n'importe quelle lettre minuscule. On ne va pas utiliser le B. On va utiliser toujours le N, mais en minuscule. Et donc, grand N, ça veut dire noir. Petit n dans ce cas-ci veut dire blanc. Et vous voyez qu'on va toujours utiliser la lettre du caractère dominant pour désigner les allèles. Alors comment je sais que noir est dominant? Je le sais parce qu'en croisant mes deux parents ici, on n'obtient que des chiots au pelage noir. Or la maman, par exemple, en tout cas le chien au pelage noir, a dû donner son allèle au pelage noir. Vu qu'il a deux allèles, c'est une lignée pure. Donc il l'a donné. Ça veut dire que les chiots, ils ont à la fois un allèle noir et à la fois un allèle blanc. Mais on ne voit pas le blanc, donc le noir est dominant. Donc on va écrire le chien au pelage noir. Okay, celui-là c'est le noir. Enfin, le chien en tout cas au pelage noir. Celui-là au pelage blanc. Ce sont des lignées pures, donc ils possèdent les deux mêmes allèles. Le noir est dominant, donc on va écrire grand N pour le chien en pelage noir. Le deuxième parent est aussi une lignée pure, c'est donné dans l'énoncé. Donc il possède deux allèles identiques,
deux allèles blancs qui sont donc récessifs. Il est petit n, petit n. Alors, quels sont les allèles portés par mes enfants? Pour savoir quels sont les allèles portés par les enfants, on utilise ce qu'on en appelle un échiquier de croisement. Alors, dans cet échiquier, on va placer les allèles qui sont portés par les parents. Et donc, j'ai un parent qui porte les allèles grand N, qui possède deux allèles grand N, et j'ai un autre parent qui possède les allèles petit n. Au centre de cet échiquier, on va écrire tous les croisements possibles, donc toutes les combinaisons possibles des allèles entre les parents et les enfants. Bien, un parent va me donner l'allèle grand N, l'autre parent va me donner l'allèle petit n. Le premier parent peut aussi me donner l'allèle grand N, le deuxième va toujours me donner l'allèle petit n. Et même chose pour les allèles ici qui restent. Ceci, ce sont toutes les possibilités, ce qu'on appelle les génotypes des enfants. Ici, c'est les enfants. On voit donc que les enfants sont tous, les enfants possèdent les allèles. Oups, il n'a pas suivi la méthode. Grand N, petit n. Alors, maintenant, on pourrait se demander, tiens, que donnerait le croisement de deux enfants entre eux? Ok, on croise deux des chiots entre eux. Donc mes chiots, ils ont comme allèle, on recommence notre petit échiquier, tous grand N et petit n, qu'ils soient mâles ou femelles. Donc comme recombinaison possible, comme combinaison possible, je vais pouvoir avoir des chiots. Donc si le premier parent donne un allèle grand N et le deuxième parent donne son allèle grand N, ben j'ai des chiots qui sont homozygotes, grand N, grand N. Maintenant, si un parent donne son allèle petit n et l'autre son allèle grand N, ben j'ai des chiots qui sont grand N, petit n. Un parent me donne son allèle grand N et l'autre me donne son allèle petit n. J'ai un chiot qui est grand N, petit n. Ou bien les deux parents vont donner les allèles petit n et petit n. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme couleur de chiot? On voit qu'on a 1, 2, 3, 3 sur 4 sont noirs et 1 sur 4 seulement est blanc. On voit que lorsqu'on croise deux individus hétérozygotes pour un caractère, 3/4 de leurs enfants vont posséder le caractère dominant et seulement 1/4 des enfants vont posséder le caractère récessif. Alors, quelques petites notions complémentaires. Les allèles qui sont portés, hein, l'ensemble des allèles, c'est ce qu'on appelle le génotype d'un individu. Le caractère observé, donc ici la couleur qu'on observe, le caractère observé, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Donc ici, le phénotype de 3/4 de mes chiots, c'est noir. Leur génotype, c'est soit grand N, donc c'est soit être un individu homozygote, soit grand N, petit n, un individu hétérozygote. 1/4 de mes chiots sont blancs, c'est le phénotype blanc. Le génotype de ces chiots-là, c'est petit n, n. Alors souvent, le phénotype, on va l'écrire
soit comme ça, pour les chiots noirs, entre crochets, soit comme ceci, pour le chiot blanc. On met l'allèle qui correspond à la couleur, entre crochets, pour écrire le phénotype. Pour le génotype, on écrit simplement ou petit n, suivant qu'on veut désigner des individus noirs ou un individu blanc. Voilà donc les bases du monohybridisme, donc du croisement, du suivi, de la transmission plutôt, d'un seul caractère entre deux individus. Alors, je t'invite à prendre note de l'exercice que je t'ai donné, qui explique la matière, la théorie, afin de pouvoir refaire d'autres exercices que je vais poster sur la plateforme École en ligne. Le mode de résolution est toujours le même. Tu dois bien veiller à déterminer ou à bien lire dans l'énoncé si les individus, si les parents sont homozygotes ou hétérozygotes, c'est souvent donné dans l'énoncé. Sinon, tu peux le déduire des croisements qui sont donnés. Ça, nous verrons cela ensemble. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. À très bientôt.